Aujourd'hui, on continue la série sur la Commune avec cette grande question. Que s'est-il passé pour les femmes pendant la Commune? Y a-t-il bien eu des pétroleuses? On commence à avoir pas mal d'études sur les femmes pendant la Commune, l'histoire des femmes, etc. etc. Mais grâce au 150aire de la Commune, j'ai vu passer un article de Chloé Leprince sur France Culture qui a réédité ce qui était le classique. Et en fait, l'étude inaugurale sur les femmes pendant la Commune, cet ouvrage, Les Pétroleuses, les guillemets sont archi importants, d'Edith Thomas. Et c'est important à plus d'un titre, en fait je vais en parler pas tellement pour parler de l'histoire des femmes pendant la Commune, mais aussi pour parler d'histoire des femmes, c'est-à-dire d'historiographie. L'historiographie, c'est comment on fait et comment on écrit l'histoire. Et ça, évidemment, ça m'intéresse, surtout quand il s'agit des femmes, surtout quand il s'agit de la Commune. Bon, la Commune, c'est pas un intérêt aussi ancien, mais on est quand même sur des choses qui restent des jalons importants. Les Pétroleuses, c'est un bouquin, je crois, tiens, je sais même plus de quand, 63. C'est-à-dire qu'en fait, Edith Thomas, je crois qu'elle est née en 1909, a fait de l'histoire des femmes avant que Michel Perrault, qui d'ailleurs n'était pas seul, inaugure son cours pour savoir s'il y avait une histoire des femmes. Donc on est dans quelque chose, dans une histoire non pas des précurseuses, mais une histoire des précurseuses, c'est-à-dire faite par des précurseuses et qui répond à ce qui était en fait un dogme, une espèce de certitude non questionnée, à savoir qu'il ne pouvait pas être possible de faire l'histoire des femmes de la Commune. Pourquoi? Alors ça, ce sont des choses qui sont expliquées, alors c'est vachement intéressant comme... alors là, vraiment, je pense qu'il faut la réédition. Alors bon, on est chez Folio, c'est du pratique, ça se lit facilement parce que c'est un bouquin donc, qui est la réédition du livre de Thomas avec des notes de Chloé Leprince en fin de volume. Oui, je sais, les notes en fin de volume, c'est pas pratique, mais enfin bon, moi j'ai fait le choix d'avoir un marque-tapage à la fin, et puis comme ça, ça va, et puis le crayon en marque-page. Parce que, alors voilà, on va le dire franchement, moi j'écris dans les bouquins, mais parce que j'écris dans les bouquins qui sont des outils de travail. Alors là, c'est de l'outil de travail de vidéo, donc ça reste de l'intermédiaire. Je peux écrire dans les romans, j'écris évidemment jamais dans les BD, dans un Pléiade, dans un livre onéreux, j'écris toujours au crayon papier en général des Critérium, et pas dans les livres anciens. C'est-à-dire en fait j'écris dans l'idée qu'un jour je vais gommer. Même si ça n'arrive pas souvent, mais parce que c'est quand même vachement pratique d'avoir telle et telle page de noter, etc. etc. Voilà, 1909-1970, Edith Thomas. Donc c'est une historienne des femmes avant qu'il existe une histoire des femmes. Donc c'est encore archi important. Alors ça, déjà, je voudrais le remettre dans... Et bon, on a un petit avant-propos, une préface, pardon, de Chloé Leprince. Bon, c'est génial, ça explique toutes ces questions-là, Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce qui m'a un peu manqué, parce que c'est vraiment un sujet que je commence à travailler, c'est cette dimension, donc j'allais dire ce besoin, mais c'est pas un besoin, cet attachement de femmes souvent militantes, et donc en fait politiquement engagées par ailleurs, et souvent féministes, même si la question de la déclaration, l'autodéclaration de féminisme, elle change évidemment, entre le vrai début du féminisme en 1832 avec les Saint-Simoniennes jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas se déclarer féministe en 1832, le mot n'existe pas. Le mot féministe dans son sens politique est inventé par Alexandre Dumas dans les années 1880, c'est un mot médical. Moi je ne l'ai pas trouvé spécialement péjoratif dans le texte de Dumas, alors que le texte est antiféministe. Mais c'est vraiment Hubertine Auclair, dont je reparlerai évidemment, qui qui revendique ce titre de féministe. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que les féministes, sous la plume de Dumas, sont des hommes. Et l'homme qui lui répond, et là j'ai oublié son nom, lui répond pour dire oui, je suis féministe, et il ne donne que des exemples d'hommes, comme si être une femme féministe était un non-sens, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse qui est questionné. Moi, c'est des questions qui me passionnent, qui sont extrêmement compliquées, complexes, avec des évolutions historiques très, très marquées, parfois des renversements totaux. Et bien sûr, ce que je voulais dire sur cette question de l'historiographie féministe, c'est que on a dans l'hymne des femmes ce passage qui dit « Nous les femmes qui n'avons pas d'histoire »,
c'est un moment qui est extrêmement important parce que cette histoire des femmes, en fait, elle a toujours été là. Elle s'est transformée, elle a suivi les évolutions historiographiques, bien souvent elle les a précédées, puisque justement les femmes n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire en fait que la question c'est de savoir quelle est la documentation quand on parle d'histoire des femmes. Un de mes grands soutiens universitaires et que j'ose considérer comme un ami, que je ne vais pas nommer ici parce que c'est, voilà, je ne voudrais pas le gêner, mais elle a dit mais enfin, c'était une vraie question scientifique, c'était pas une question antiféministe, il ne faut pas le voir de façon politique, mais il m'a demandé mais à quoi ça sert le féminisme pour la science? Et je lui avais répondu et je l'avais convaincu, mais parce qu'en fait, ce qui a été fait au niveau de l'histoire des femmes, et moi ça fait partie des questions là qui ça a plusieurs années, mais qui m'ont permis de comprendre en fait en quoi l'historiographie féministe, notamment, et la science féministe a servi l'histoire, on va dire générale, la littérature générale, a servi la science générale. Ça fait bizarre parce qu'on part d'un particulier, d'un général, et en fait, c'est, à mon avis, beaucoup plus large ce qu'a pu apporter le féminisme, et cela dès ses débuts, même si c'est un peu compliqué, mais ça va être un gros projet de recherche pour moi ces prochaines années. Restez sur la chaîne, abonnez-vous. C'est-à-dire, ce que ça a apporté au niveau de l'histoire, ça a été d'ouvrir de nouvelles archives, et notamment tout ce qu'on appelle les archives du fort intérieur, de l'intime, etc., ce qu'a notamment travaillé Philippe Lejeune en travaillant sur des journaux de jeunes filles. Pourquoi des journaux de jeunes filles? Parce qu'on demandait aux jeunes filles d'avoir des journaux. Que veulent dire ces journaux, etc. Caroline Muller a travaillé là-dessus dans sa thèse sur la question donc, de la direction de conscience au XIXe siècle. Je n'ai pas encore lu sa thèse, elle est disponible sur HAL, mais quand je vois les publications de Caroline Muller, je n'ose pas l'appeler Caroline, alors que je me sens proche, mais je me sens proche sans vraiment échanger avec elle. Vous voyez, c'est compliqué. Et où je sens des points de connivence, au moins intellectuels, et puis même beaucoup de sympathie. Ça, c'est encore une autre question, celle de ce qu'on appelle les liens faibles, mais je trouve que ça fait partie des choses qui attachent à la communauté scientifique et qui créent ce collectif, et pas seulement avec les scientifiques, bien sûr. Ça a amené aussi un nouveau regard sur une documentation que l'on avait déjà, c'est-à-dire que on sait que l'occultation des femmes n'est pas liée au fait que les femmes ont fait moins de choses. Il s'agit de comprendre pourquoi. Ça, c'est des questions qui étaient extrêmement importantes dans les années 70-80, qu'on oublie, qui reviennent. Pourquoi n'y a-t-il pas de génie ou de grands auteurs? Est-ce que déjà poser la question du génie ne pose pas problème? Ça, c'est Knocklin qui a travaillé ces questions-là. Je vous retrouverai le lien, je le mettrai de l'article. Je vous le mettrai en description si je retombe dessus. Et quand bien même il y a donc ce qu'on dira de grandes femmes, et encore s'agit-il de garder ce modèle masculin qui peut poser problème, donc ce modèle du grand homme, et on sait que ça a été quand même pas facile quand on était en situation de minorité, etc., d'arriver à cette grande œuvre. C'est ce que montre Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Je pense que je reparlerai de Virginia Woolf, ça me paraît évident. Mais j'ai quand même envie de faire cette série sur la commune, qui là aujourd'hui croise le féminisme, mais c'est plus compliqué. La commune, c'est pas seulement le féminisme, mais évidemment que ces questions... Enfin, c'est compliqué. Bon, c'est ça qui m'intéresse dans la commune, c'est de montrer toute cette pluralité d'écriture et de façon de saisir un événement qui aura été quand même une rupture assez complète, et de montrer tout ce que cela apporte d'un point de vue scientifique, littéraire, et de ce que cela apporte aujourd'hui, et de ce que cela peut questionner et remuer comme question. Évidemment que le bicentenaire de Napoléon m'intéresse vachement moins. Enfin, voilà, d'où je pars, le grand homme, ça fonctionne pas, hein. Ça m'intéresse moins, et pourtant bien sûr qu'il y a des choses intéressantes, mais j'ai pas envie, moi je préfère travailler sur la commune, voilà. Parce que la commune c'est aussi une pluralité, et ça c'est une histoire d'en bas. C'est le premier moment où des prolétaires ont dirigé, enfin de ce que Marx a appelé la dictature du prolétariat, de réalisation de ça, enfin c'est cette rupture-là qui se saisit avec la commune. Historiographiquement, c'est archi passionnant. Et on verra que littérairement aussi. On a déjà vu que littérairement aussi, la semaine dernière. Qu'est-ce qui va donc se passer ensuite? C'est que, quand bien même il y a des histoires de femmes, des monographies telle et telle grande femme, elles vont être oubliées progressivement. Ça, ce sont des choses que Guillaumin, notamment, a très bien... C'est Guillaumin, je vérifierai, là aussi je vous mettrai l'article. Nous sommes toutes filles de vitrière, où elle met en rapport... ces moments où, quand on marche sur un trottoir, c'est marrant, les femmes descendent dans le caniveau, alors quand elles croisent des hommes. Moi, j'arrête de m'écarter quand je suis sur un trottoir, et puis c'est génial parce que je me trimballe avec souvent beaucoup de bouquins dans le sac à main, j'ai arrêté, mais j'ai quand même tendance à porter mon sac à dos comme un sac à main, ce qui me questionne. Et c'est amusant, les coups d'épaule. Et j'ai déjà été agressée, littéralement agressée et suivie, parce que je refusais de céder la place du trottoir.
Je me souviens d'une anecdote, tiens ça je l'avais écrit dans un texte que j'avais appelé Fille de trottoir, où rue des Martyrs, à Paris, un type voulait doubler des gens qui étaient devant lui, et donc en fait que je m'écarte, et j'ai refusé de m'écarter. Le type m'a poussé sur la route. Il se passe un truc en fait au niveau des rapports, on va dire, sociaux, et ici des rapports de genre, dans la rue. Et de façon extrêmement, parfois violente. Parce qu'il m'a quand même poussé sous une voiture, le type. J'ai hurlé. Alors il a hurlé, tout le monde l'a regardé, et puis il s'est cassé. Mais ce type m'a poussé sous une bagnole parce que je refusais de m'écarter. C'est dingue, hein? Bon, il y a quand même un patriarcat qui existe, hein. Je continue. Et ça, ce sont des choses qui sont, voilà, rapportées, etc., questionnées. On sait maintenant quels sont ces différents freins, parfois conscients, on va pas être ici naïf et naïve, parfois volontaires, qui mettent les femmes à l'écart, qui ne retiennent pas les femmes dans l'histoire. Je vous en avais parlé avec l'âge d'or de l'ordre masculin d'Éliane Viennot, la façon dont l'histoire littéraire se construit au XIXe siècle constitue une occultation consciente et volontaire des femmes. Elles étaient là, peu, moindres, elles n'y sont plus. Ça construit quelque chose. Et le modèle du grand homme, j'ai été extrêmement choquée en lisant juste l'interview de Ferber pour son truc sur le grand auteur. Alors même, son grand auteur, il me questionne, etc. Enfin, je me questionne, vraiment. Mais enfin, il ne cite pas de femme, cet homme-là, ou très peu, ou très minoritairement. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer. Enfin, donc Ferber est quelqu'un qui m'intéresse parce que je suis parfois d'accord et souvent il me hérisse. Et donc, bon, voilà, le rebrousse-poil me permet de penser. Je suis persuadée que c'est quelqu'un qui a une stratégie de positionnement. Mais comment on peut parler du grand auteur en proposant d'autres auteurs, en ne présentant qu'une minorité de femmes extrêmement minoritaire? Je n'ai pas lu son bouquin, mais là, il y a un moment, en fait, c'est déjà là que se pose cette question. Bon, on revient sur l'histoire des femmes et l'historiographie des femmes et l'historiographie du féminisme, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Edith Thomas, elle fait quelque chose qui est à la fois et féminin et féministe, et peut-être d'abord féministe, et elle n'oublie pas, enfin, elle se positionne à part. Alors ça, c'est lié à son engagement politique. Bon, évidemment, moi, je ne la connaissais pas, hein. Donc c'est que le prince qui explique tout cela, comment elle a, je cite la quatrième, fait elle-même les frais d'une puissante invisibilisation. Alors c'est une résistante, elle a été centrale dans ce qu'on appelait la résistance intellectuelle sous Vichy, c'est-à-dire que c'est chez elle que les gens se rencontraient. Et elle n'était pas juste une espèce de salonnière, hein, elle était partie prenante. Il va falloir arrêter de croire que les salonnières, c'était juste là pour préparer des limonades. Hein. Et elle est passée du roman à l'écriture de l'histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que j'aurais plutôt tendance à croire qu'on fait l'inverse, et moi j'ai quand même tendance à faire l'inverse, alors en passant non pas voilà, je fais pas vraiment de l'écriture de l'histoire, moi je suis littéraire d'abord, mais à partir, on va dire, d'une écriture savante, scientifique, à autre chose. Mais en fait, je fais tout en même temps, parce qu'on fait ce qu'on peut, et ce qu'on veut, finalement. Et elle a déjà, avant cela, fait des biographies que j'ai envie de lire, de Pauline Roland, d'autres, etc. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'absolument formidable et passionnante. Ici, elle met en place une histoire collective qui, au niveau de l'écriture, Chloé Le Prince n'oublie pas de le mentionner, va amener une écriture extrêmement vivante. C'est hyper agréable à lire, et on est dans une écriture qui, du point de vue des références, on va le voir avec les notes de bas de page, les archives, etc., donc s'appuie sur un travail archivistique considérable. Elle met en avant des archives qui étaient jusque-là inexplorées. On n'est pas encore dans... ou pas encore, elle existait déjà, mais il y a des moments où elle formule des hypothèses, par exemple, sur une origine peut-être plutôt provinciale des communards, et avec une hypothèse, etc., que Chloé Le Prince donc, va pouvoir étayer ou infirmer avec les travaux ultérieurs qui ont été produits, et qui ne l'étaient pas, hein. Elle rappelle qu'ils ne l'étaient pas à son époque, mais elle n'est pas dans une prosographie hyper intense, parce que bon, c'est pas son époque, puis elle était toute seule. Il n'y a pas une AMR derrière ça, en fait. Et ça, c'est important de le souligner.
Parce que quand on n'a pas les postdocs et les doctorants et quelques petits masters qui bossent pour soi, ben, on a moins de données, on a moins de stats. Hein. Elle était seule. Alors, elle est chartiste, donc le rapport aux archives est extrêmement important, à la documentation, et ça va amener un rapport absolument vivant et... Alors, je n'ai pas encore lu Arlette Farge, mais vraiment quelque chose qui est de l'ordre du goût de l'archive, du goût du document, et qui va chercher à donner vie à ces documents, et cela aussi en les reliant à ces archives. Et dans ces archives, on a également une large valorisation d'archives que l'on considérera comme plus littéraires, à savoir mention rapide des poèmes de Louise Michel, là je la trouve un peu dure, des romans, elle est beaucoup plus accueillante, des écrits d'André Léo, que j'ai déjà mentionné la semaine dernière, hein, de Mal à commune, c'est vraiment un truc qui m'a plu. J'aime encore plus André Léo après avoir lu ça, moi je vais finir par vraiment parler d'André Léo et d'elle-même, mais aussi avec une prise en compte de ce que là je vois en quatrième de couverture, d'une flétrissure misogyne, c'est-à-dire de la misogynie, parfois des communards, parfois des historiens, parfois évidemment des Versaillais, etc. Donc ce ne sont pas des documents qui sont juste là. Ce sont des documents qui peuvent être mis en opposition. Il y a un compte-rendu de réunion fait par un communard et un Versaillais, enfin un bourgeois anglais, c'est sidérant. Et un autre par maintenant, et on a un autre cas avec un Versaillais, Maxime Ducamp, donc qui est vraiment le plus méchant des Versaillais, hein, et le plus incisif, et ça c'est intéressant aussi. Et donc on a comme ça une pluralité de documents, pas tous archivistiques, mais beaucoup d'archives, qu'elle a visiblement exhumées. Beaucoup aussi de textes donc littéraires ou semi-littéraires, et la définition de la littérature est quand même toujours complexe et intéressante, qui se répondent les uns les autres, et tout cela dans une écriture qui est celle d'une romancière qui a fait l'école des Chartes, c'est-à-dire une écriture extrêmement vive, et qui fonctionne du feu de Dieu, si je puis dire, s'agissant d'un sujet comme celui des pétroleuses. Enfin, j'ai adoré. Alors bon, il y a eu des jours où j'ai moins lu, mais la semaine a été rude. On va pas se mentir. Alors, avec une impression donc d'entonnoir, quelque chose qui est très, très courant dans les livres d'histoire, très adroit, c'est-à-dire chronologico-thématique, puisqu'on va avoir le tableau large, et on va finir sur la déportation, et ce qu'amène la déportation, avec quand même des ruptures chronologiques, mais quand même l'impression de suivre son cours. Donc les femmes sous le Second Empire, la querelle des femmes, donc ça c'est la situation des femmes à cette époque. Très intéressant, hein, pour montrer que l'hypothèse très forte d'une querelle des femmes discontinuée depuis le Moyen-Âge, donc cette hypothèse des liens de Vienno, elle se retrouve bien ici, le siège de Paris, le 18 mars, l'Union des femmes, les clubs, etc. Donc là, on va être plus thématique, opinion, action, enseignement, une grande journaliste, ça c'est André Léo, ambulancière, cantinière, soldat, avec une grande question sur que sont ses rôles, ses fonctions, et comment en fait elles s'entrecroisent, enseignement ultra important. Bien sûr, alors ça c'est une question qu'on a aussi avec la thèse de Caroline Fayolle, la femme nouvelle sous la Révolution française. On ne peut pas imaginer une rupture historique qui ne prépare pas le lendemain en préparant l'éducation. Là je renvoie encore à la compile Pédagogie et Révolution, je crois, j'ai oublié le nom de l'auteur, chez Libertalia, que j'avais lu pendant le confinement. Ouvrage de synthèse hein, sur Freinet, etc. C'est extrêmement important. Les profs sont des reconducteurs de normes, mais peuvent aussi porter ce changement. La semaine sanglante, là, bon, voilà, c'est horrible de lire la semaine sanglante, hein, moi je m'en remets pas. Grande question inutile des pétroleuses, et c'est là que les guillemets du titre qui parfois ont disparu sont importants, parce qu'en fait c'est sous le mythe des pétroleuses que l'on a parlé des femmes de la commune, mais ces pétroleuses, elles ont été assez peu nombreuses, bien plus accusées d'être des pétroleuses qu'elles ne l'ont été réellement. J'ai envie ici de développer un peu ce point, c'est-à-dire que on retrouve là ce qu'elle appelle une justice de classe et une justice, je ne sais pas si elle emploie le terme de justice de genre, mais en tout cas c'est une chose que l'on retrouve, à savoir que les femmes ont été moins arrêtées, moins condamnées que les hommes, et ont bénéficié d'une plus grande indulgence, sauf quand elles revendiquaient ce qui était considéré comme crime au moment des condamnations, donc par les Versaillais, et qui était parfois considéré comme légal quand on s'inscrit dans le référentiel légaliste de la commune. Donc Louise Michel, bien plus condamnée que d'autres, etc., etc.
Et bon, là, elle postule quelque chose qui, bon, que l'on retrouve toujours dans la justice actuelle, à savoir une plus grande indulgence, une prise en compte des rôles familiaux, c'est-à-dire que, et ça Victor Hugo a joué un gros rôle là-dessus, c'est-à-dire que si vous condamnez la mère de famille, vous tuez ses enfants. Voilà. Vous condamnez aussi ses enfants en tout cas. Victor Hugo a des mots parfois assez nets, hein, assez clairs, et qui ne sont pas des mots vains à une époque où il n'y a pas d'allocation familiale. La commune invente un peu l'allocation familiale. Il y a des équivalents un peu avant, Chloé Le Prince le dit en note, mais qui sont patronaux, donc liés à un salaire, et non pas au simple fait d'avoir des enfants. Et à ce niveau-là, donc l'accusation de pétroleuse, elle trouve peu de fondement, mais il y en a quand même. Là, je pense qu'il y a des choses qui ont été encore davantage mises en œuvre. Et Chloé Le Prince montre aussi que, en fait, l'espèce de regret, dépolitisation des femmes au moment des procès, a pu aussi être une stratégie de la part de ces femmes, donc en mettant en avant une agentivité que là, peut-être, Edith Thomas a un peu oublié. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça, on voit bien que de nouveaux concepts permettent de complexifier encore ces chiffres et ces données brutes. Donc à savoir qu'il peut y avoir et une indulgence plus forte et une condamnation plus lourde, à savoir quand les femmes vont être ramenées à leur genre et finalement récompensées ou moindrement condamnées quand elles correspondent à ces normes de genre, mais seront plus lourdement condamnées quand elles en sortent en correspondant à ce mythe des pétroleuses. Les premiers rôles, donc là, voilà, quelques grandes femmes, condamnation, ensuite la déportation. Donc, une structure de bouquin hyper claire. Ça fait vraiment partie, je pense, des livres faciles à lire pour découvrir un peu la commune en ce moment. Mais je suis pas une spécialiste de la commune, hein, mais bon, voilà, il est quand même assez chouette. Il y a une chronologie en plus à la fin, donc on peut commencer par la chronologie, pour ensuite reprendre ce déroulement avec beaucoup de questionnements historiographiques, et notamment c'est pour ça qu'elle commence par les femmes sous le Second Empire, et non pas par le 18 mars, comme le faisait interdit avec Vautrin dans Le Cri du Peuple, quoi. On est dans autre chose. On est dans quelque chose qui est là pour donner à comprendre, et qui donne à comprendre souvent en donnant non pas à vivre la commune, mais en donnant à vivre le document qui permet de lire la commune. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Alors avec beaucoup de notes de bas de page, mais qui sont des notes surtout de référence, hein. Et des remarques parfois très incisives. Quelque chose que j'avais vu aussi chez Adler, donc qui est plus récent, c'est-à-dire dans les premières journalistes, ça c'est de 79 me semble-t-il de mémoire, à savoir des commentaires d'Edith Thomas elle-même et des rapprochements à une époque récente, à savoir donc la résistance et un féminisme plus récent. Et Edith Thomas a quand même l'air de se revendiquer féministe, ce qui dans les années 40, 50, 60 ne va pas de soi, qui correspond à son trajet particulier. Là je vous laisserai lire un peu Chloé Le Prince, je vais mettre l'article de France Culture de Chloé Le Prince, mais qui est extrêmement intéressant, et elle est elle-même aussi très sensible au comparant historiographique, à savoir comment les femmes de la commune, et pas forcément les communardes, ont pu ça sera plus large de dire les femmes de la commune, ont pu elles-mêmes se revendiquer de la Révolution. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très présent. Il y avait, là je suis page 103, hein, c'est partie des passages que j'ai relevés, 7 à 800 femmes, pardon. Moi j'ai toujours des envies de grandeur. Les unes parlaient d'expliquer à Versailles ce que voulait Paris, les autres parlaient de choses d'il y a 100 ans, quand les femmes de Paris étaient allées déjà à Versailles pour en ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron, comme on disait dans ce temps-là. Fermeture des guillemets. Donc ça, c'était un récit de Béatrice Excoffon. Je l'avais déjà trouvé chez Louise Michel. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs, parce que je commence à voir les textes se répondre. Et ce qu'elle a choisi. Et ça devient intéressant aussi. Enfin, c'est intéressant aussi, c'est pas que ça devient intéressant, ça l'était déjà. Ces réminiscences de la Révolution de 1789 se retrouvent partout pendant le règne éphémère de la Commune de 1871, jusque dans l'emploi du calendrier républicain, de même que les révolutionnaires de 1789 se drapaient souvent dans les oripeaux de la République romaine.
Et là, on a quelque chose d'une forme de régime d'historicité proprement révolutionnaire qui se met en place. C'est là qu'Hartog devient intéressant, c'était quand même pas gagné. Parce que, oui, je crois vraiment, je fais cette hypothèse, qu'il y a un régime d'historicité révolutionnaire qui va tisser de la continuité sur ces moments de rupture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, notamment pour parler de féminisme. On l'a vu notamment avec Suffragette Sally, la métaphore des vagues, que j'ai retrouvée aussi chez Louise Michel, mais pas pour parler d'histoire des femmes. Et bon, moi, c'est mes sujets de recherche en ce moment. Je suis désolée, je vous embête avec cela. Et ça me paraît pourtant vraiment, vraiment intéressant. Alors, bon, moi, j'ai trouvé des sources pour la suite, pour continuer, qui étaient vraiment intéressant. Alors, pour vous donner une idée du style, on peut regarder un peu l'introduction, vraiment, donc pas la préface de Chloé Le Prince, mais l'introduction d'Edith Thomas, qui débute ainsi. Une étude sur les femmes de la commune ne procède pas d'un choix arbitraire, elle découle de la nature des choses. Extrêmement incisif. Sans doute n'y a-t-il qu'une seule histoire où se trouve entraîné tout le genre humain, mais cette histoire est presque exclusivement l'œuvre des hommes. C'est intéressant, l'œuvre des hommes. Ça c'est vraiment un terme polysémique intéressant. D'après les résultats, ce n'est pas là leur faire un compliment. Voilà. Les femmes, en tout cas, n'y figurent guère que comme comparses, c'est un mot qui reviendra souvent, ou comme victimes. Et ce n'est pas tellement la position victimaire qui sera mise en avant, quand bien même on a tout ce chapitre sous les femmes, sous le Second Empire, et beaucoup de mentions du mauvais traitement qu'ont subi les femmes. Le féminisme, ou plutôt l'humanisme féminin, donc là on est sur une position qui est très années 60. Mais sans non plus une mise à distance complète du féminisme, et Chloé Le Prince en parle dans sa préface, donc le féminisme, ou plutôt l'humanisme féminin, dont le féminisme n'est que l'avatar pour le XIXe siècle, est aujourd'hui considéré comme dépassé. Elle ne dit pas qu'il faut le remettre en place, qu'il ne faut pas le remettre en place. C'est là un moyen d'escamoter les problèmes qu'il posait, qui sont encore bien loin d'être résolus. Il suffit pour s'en assurer de voir la composition des comités directeurs des partis politiques, ça c'est un petit taquet, au PCF, des conseils ministériels, des réunions de l'ONU. Malgré les proclamations concernant l'égalité politique et sociale des hommes et des femmes, cette égalité demeure le plus souvent illusoire. Mais c'est déjà un résultat appréciable que d'en avoir admis le principe. Il y a un siècle, cela eût passé pour une sottise et un scandale. Cette histoire de la moitié de l'espèce humaine s'est donc déroulée le plus souvent en marge de l'histoire, avec un grand H, et soulève des questions qui lui sont propres. En France, de Christine de Pisan à Louise Labbé, de Marguerite de Valois à Marie de Gournay, de Madame du Châtelet à Madame de Coissy, d'Olympe de Gouges à Madame de Staël, on en suit sans cesse le fil secret. Toutes ces femmes réclament que les femmes soient considérées comme des êtres humains. À partir de 1830, les Saint-Simoniennes, Fourier et ses disciples, Cabet, Marx, posent le problème en même temps que celui du prolétariat. Il s'agit de la libération de l'humanité tout entière, quelle que soit la forme de servitude où elle a été jusqu'alors encerclée. Claire Demare, Flora Tristan, Pauline Roland, Jeanne de Rouen, Daniel Stern, Georges Sand, tant d'autres discutent passionnément des conditions de cette libération, enseignement, métier, mariage, capacité juridique, droit politique, etc. Elle a tout dit, elle a tout mis en place. Si on avait déjà vu les femmes participer aux grandes journées de la Révolution de 1789, on les voit davantage se mêler à la Révolution de 1848, dont elles attendent la reconnaissance de leurs droits. Il a beaucoup bossé sur 48 aussi. Mais les hommes de 48, pas plus que leurs grands ancêtres de 1789, ne se montrent disposés à les leur accorder. Le feu reprend en 1871 à l'occasion de la Commune. Vous voyez, des noms, une lignée historique, une histoire contre une autre, avec une histoire en marche, qu'on pourrait aussi appeler histoire d'en bas, une histoire des femmes et une histoire des femmes féministes, de ce féminisme qui tend à se mettre en place, pour en arriver à ce sujet. Ça, c'est vraiment de l'histoire dynamique, si je puis dire. Or, cette histoire des femmes, considérée comme une branche de l'histoire sociale, est en général tenue pour négligeable. Pour les historiens sérieux, elle ne mérite pas d'être prise plus au sérieux que n'importe quel ouvrage de dame. Et voyez comment l'œuvre des hommes se voit répondre cette insulte des ouvrages de dames. C'est la même origine, œuvre-ouvrage. Des historiens de la Commune écrivaient récemment « Il y aura, et c'est inévitable, des manifestations féministes qui seront le fait de la petite bourgeoisie. Elles seront peut-être les plus tapageuses, mais l'essentiel n'est point là. Il est dans le fait que les ouvrières de la Commune ont secoué l'illusion selon laquelle l'émancipation de leur sexe se produirait en marge de la lutte des classes.
Or, cette émancipation n'est point une illusion. C'est la fermeture des guillemets. Les femmes qui accèdent aujourd'hui à des professions intellectuelles, professeurs et elle fait partie de cette génération qui a suivi des études en 1900. Il y en a une autre, des femmes de 1900, qui est née en 1900 et qui a suivi ses études dans les années 1920. C'est une génération d'intellectuels, donc celle de Simone Fraisse, la mère de Geneviève Fraisse et d'autres, qui a été essentielle et que je crois beaucoup trop méconnue. Or, cette émancipation n'est point une illusion. Les femmes qui accèdent aujourd'hui à des professions intellectuelles, professeurs d'université, médecins, ingénieurs, aussi bien dans les pays capitalistes que dans les pays socialistes, qui gagnent leur vie sans médiateur, amant ou mari, qui se trouvent en prise directe sur la société, sont infiniment plus libres que n'auraient osé l'espérer leurs aïeuls. La libération de la femme ne se confond donc pas nécessairement avec celle du prolétariat. Elle ne marche pas du même pas que des historiens marxistes rejoignent ainsi la plupart des historiens bourgeois, prouvent seulement qu'ils sont aussi empêtrés que leurs confrères dans les préjugés masculins, encore qu'il s'agisse plutôt chez eux de tactiques politiques. Bon, tout est dit. Après, retour sur les histoires d'alcôve, donc ces fameuses grandes femmes de l'ombre, de la lumière, Madame de Pompadour, du Barry, etc., qui ne sont pas des féministes. Alors que Pauline Roland, Flora Tristan n'intéressent personne. Il faut donc convenir que l'histoire, j'ai sauté un passage, des mouvements de femmes va à contre-courant et qu'elle réunit tout le monde contre elle. Aussi, plus encore que dans d'autres domaines, les grandes et vagues synthèses ont-elles précédé les études précises, nécessairement limitées, qui auraient permis de les échafauder à quelques certitudes. Je n'ai d'autre ambition que de déblayer un peu un terrain encore couvert de broussailles, de poursuivre un travail d'analyse, afin que l'on puisse par la suite tenter de véritables synthèses qu'il est impossible de faire dans l'état actuel de nos connaissances. Bref, de chercher à établir quelques modestes vérités. Des études sur les femmes de 1048, sur Pauline Roland, sur George Sand m'ont mené logiquement à la Commune. Et donc retour ensuite sur les jugements des contemporains sur la participation des femmes à la Commune, qui vont d'autant plus justifier le sujet. Là, c'était la justification historiographique, et on va passer sur la justification historique. Et ensuite, évidemment, sur tout... voilà. Et avec cette participation donc, des femmes à la Commune, autant remarquée et discréditée par les anticommunards que par les communards. Et donc c'est vraiment en tant que classique, qu'un classique de l'histoire des femmes que je ne connaissais pas, ce livre. Donc, merci le 150 nerfs, merci les rééditions, merci les publications actuelles, les partages d'articles, etc. Que, en tant qu'histoire de la Commune, que ce livre m'a intéressée. J'en retiens quelques éléments sur l'histoire de la colline. Elle descendait de la Commune, qui m'ont vraiment intéressée, donc qui vont être sur la participation donc des femmes dans les clubs, l'union des femmes, c'est-à-dire en fait la partie féminine et ici parisienne de l'international. Pas mal de choses sur les provinces qui ont été apparemment pas mal remises en question. Quels sont les rôles des femmes? Ambulancière, cantinière, soldate. Elle écrit soldat, mais là on est dans les années 60. Elle a un rapport d'ailleurs assez étrange et ambivalent à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écriture inclusive, mais qui est lié à son époque, c'est intéressant. Ces questions des rôles de femmes, quels sont les rôles que les femmes peuvent endosser, comment elles le font, comment ils sont remarqués, comment ces rôles sont pour eux. Les barricades de femmes, notamment celle de la rue Blanche, les pétroleuses. Ensuite, donc pétroleuse n'est pas un vrai rôle communard. On est entre le rôle des femmes de soldats et le mythe. J'ai été très marquée par le harcèlement subi, alors le mot n'est pas dans le texte, il est évidemment anachronique, subi par ces femmes, et notamment par des remarques sur le fait que ce harcèlement était bien plus, par exemple, au niveau des soldates ou des ambulancières, le fait des anticommunards. En fait, il y a une histoire de viol collectif par les anticommunards d'ambulancières, et qui, dans les autres textes que j'ai pu lire, plus contemporains, étaient euphémisés. Et par viol collectif et crime. Et également par en fait, cette espèce de division de classe au niveau du harcèlement qui venait bien plus des officiers communards que des soldats communards. Et qui montre ainsi
me semble-t-il, comment? Eh bien donc un historien marxiste reste un historien bourgeois. Ou comme le disent Brigitte Fontaine et Christine Delphi et d'autres, et comme l'ont remarqué bien des femmes, quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche. Et voilà, notamment sur le statut des prostituées, refusé par les hommes, accepté dans les clubs de femmes, pas tous les clubs de femmes, lesquels, plus à l'Union des femmes, etc. Une très grande participation des prostituées à la Commune, parce que finalement, elles avaient quelque chose à y gagner, et elles étaient bien placées pour savoir ce que leur faisait le Second Empire. Avec alors, voilà, je l'ai lu avant de dormir, hein, mais il m'a semblé quelque chose d'extrêmement respectueux pour toutes ces femmes, et de souvent assez incisif à l'égard des hommes, autant chez Edith Thomas que chez Chloé Le Prince, très peu d'essentialisme, un tout petit peu à un moment. Et une attitude globalement d'historienne qui vient donc du roman et de l'école des chartes, c'est-à-dire qu'elle sait écrire et consulter un document, et présenter un document. C'est extrêmement précieux en fait. On ne parle pas assez du style des historiens et même du style savant. Là, je vois donc pour le début du chapitre 12, inutile des pétroleuses. Les femmes contribuèrent-elles aux incendies de Paris, inutile des pétroleuses? J'avoue arriver au point culminant de mon sujet, je n'en sais rien, donc on est page 226, et que tout ce que je puis faire, c'est d'apporter les pièces de mon dossier et de les discuter objectivement. Et donc après, on va avoir un déroulement. Un déroulement qui est bien plus proche de l'enquête, l'enquête évidemment mise en scène, hein, mais que là, ici, d'un déroulement historique des faits réels. Parce que là, ce qu'on voit ici, en fait, c'est ce moment de la consultation des pièces et de la réflexion de historienne. J'ai adoré Les Pétroleuses, vous l'avez compris. Je ne sais plus combien il a coûté F9. On est encore sur du livre, je sais que ça va plaire à pas mal de monde. C'est pratique à lire au lit, je l'ai lu dans mon jardin, mais pour l'ouvrir je mettais mon téléphone. Et de toute façon après on les connaît les folios, mais ça reste commode, je ne prends plus le métro en ce moment, mais je l'ai aussi lu dans le bus. Hyper intéressant aussi donc pour ce rapport au document. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui est comme souvent explicite, sans lourdeur. Donc c'est, tiens, je ne sais même plus ce qu'est cette illustration. Un livre vraiment, vraiment précieux. Il y a une mention d'Olympe Audouard, page 74-75. Il y a une biographie qui est sortie d'Olympe Audouard il n'y a pas longtemps. Ça c'est dans La querelle des femmes. Donc c'est en fait ce moment où des femmes et des féministes ont commencé à se battre avant la Commune. C'est le deuxième tableau. Mais ça c'est ce fonctionnement en entonnoir qui permet de comprendre. Parce qu'on part du tableau, et vraiment du tableau d'histoire, pour aller vers des miniatures, et non pas tellement des scènes de genre, mais sur plutôt des portraits en pied. Voilà, des scènes de groupe, des portraits en pied, etc. Et ça nous amène quelque chose qui est ultra vivant. Et avec aussi beaucoup de citations de textes, et même des résumés de romans. Bon voilà, il y a des moments où clairement elle résume la Commune de Louise Michel. Quand on l'a lu, on le reconnaît bien. Si on l'a pas lu, eh bien comme ça, on n'est pas perdu. Et ça, c'est vraiment super, notamment sur l'intérêt, je l'avais signalé, des sciences nat, enfin de Louise Michel pour les sciences nat quand elle est en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, phrase assez courte, très synthétique, bref, tout est prévu, etc. Des choses qui ne sont pas exactement orales, mais qui sont vraiment du côté d'un style qui correspond à cet idéal très 17e, du naturel, du vivant, presque du conversationnel, sans familiarité. Et non sans punchline, non sans passage un peu incisif et rapprochement anachronique. Donc comme chez Laura Adler, ça je l'ai mentionné très vite. Mais moi je trouve que ça, ce sont des moments qui sont précieux. Alors Adler, elle en fait un peu trop. Ça lui a été reproché d'ailleurs dans les recensions. Elle est un peu trop dans l'événement. Chez Thomas, ça passe vraiment par quelque chose qui va gagner, qui va donner plus de profondeur historique. Chez Adler, ce que j'ai aimé, c'était l'enthousiasme aussi. Mais c'est un livre sérieux, hein, Les Premières journalistes. Ici, on ne va pas avoir cet enthousiasme, mais on a voilà, quelque chose comme ça. Peut-être qu'un jour, il faudra que je fasse une vraie vidéo sur l'anachronisme en histoire. Et la comparaison anachronique, ça devient vraiment pour moi un sujet de recherche. Il va falloir que je publie aussi.
Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça vaut vraiment le coup. Et ça vaut le coup dans cette réédition. Vraiment. Le boulot de Chloé Le Prince est vraiment super bien. Je vous dis à bientôt.